On parle souvent de la nutrition, on parle souvent du sport, on parle souvent de la gestion du stress, mais on ne parle pas tant que ça du sommeil. Et pourtant, s'il y avait une petite pyramide de la santé à faire, eh ben, le sommeil serait tout en bas. Tout part du sommeil. Le métabolisme, la gestion des hormones, l'humeur, l'anxiété, la dépression, la prise de poids, la prise de muscle, tout part du sommeil. Et je me suis dit, tiens, en France, il n'y a pas de vidéo qui explique vraiment bien comment bien dormir. Mais pour de vrai. Et on va voir ça dans cette vidéo. Ça va être les 10 étapes pour vraiment avoir un sommeil au top, bien se réveiller, bien s'endormir, pas se réveiller et être en pleine forme. Et j'ai décidé de faire cette vidéo d'une façon très particulière. Pas de cut, rien. Donc tous les mecs là qui ont une dopamine flinguée parce qu'ils regardent des TikTok là de 15 secondes, cette vidéo n'est pas pour vous. J'ai vraiment voulu donner ces connaissances, on va dire, aux plus courageux d'entre vous qui sont capables d'écouter une vidéo de plusieurs dizaines de minutes sans interruption, sans animation, sans que ce soit flashy, voilà, tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, être capable de rester focus sur une seule chose, bah, c'est un signe que déjà tu vas bien et que tu vas potentiellement bien dormir. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo un guide complet, 10 étapes pour vraiment maîtriser son sommeil, bien dormir et bien se réveiller. L'idée, c'est que vraiment, on rentre dans le détail et qu'on n'enfonce pas les portes ouvertes du genre oui, mais les écrans, c'est pas le top. Non, ok. On va essayer d'aller beaucoup plus loin que ça et parce que bon, viser la moyenne quand vous faites la moyenne de la société aujourd'hui, c'est pas ce qui nous fait le plus kiffer, d'accord? Donc, on va démarrer tout de suite avec le premier point. Avant ça, je précise quand même, si vous aimez lire des conseils aussi, vous avez une newsletter dans la description pour vous inscrire. Voilà, ça fait plaisir. On pense à s'abonner, à mettre un pouce bleu. Je crois qu'ils disent tout ça, donc ça a l'air de marcher, hein, visiblement. Et donc on est parti sans cut. Donc vraiment c'est comme ça. C'est brut, c'est full valeur. Le premier point, d'accord, pour un bon sommeil, c'est de maîtriser ton éveil. En fait, tout le monde se dit tiens, qu'est-ce que je peux faire le soir pour mieux dormir? Qu'est-ce que je peux faire pour pas me réveiller? Mais la première chose à faire, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire pour bien me réveiller. Parce qu'il faut comprendre que le corps alterne entre deux phases, l'éveil et le sommeil. Et si bah, tu rates ton éveil, il n'y a rien de pire. Parce que le corps ne va pas savoir quand s'endormir. Donc déjà, il faut réussir son éveil. En fait, en moyenne, hein, grosso modo, 16 heures après ton éveil, ton corps va commencer à se fatiguer. Donc si tu te lèves à 7 heures, naturellement, vers 23 heures, ton corps va commencer à être fatigué. Mais si tu loupes ton éveil et que ton corps ne comprend pas réellement à quel moment tu viens de te réveiller, comment tu veux qu'il te donne les signaux du sommeil? Impossible pour ton corps. La première chose à faire, c'est donc de réussir son éveil. Et on va voir évidemment comment réussir son éveil. Alors comme il n'y a pas de cut, hein, je préviens, j'ai tout écrit pour être sûr de rien oublier parce que je ne compte pas faire une V2 ou quoi que ce soit. Donc la première chose, donc on l'a vu, c'était le pic de fatigue qui arrivait à peu près 16 heures après. Donc il est naturel. Pour réveiller le corps, il y a deux choses. Premièrement, il faut lui faire comprendre que c'est la fin de la nuit et donc il faut pour ça s'exposer à la lumière naturelle et réchauffer son corps. La nuit, le corps a son rythme cardiaque le plus bas, sa température la plus basse et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter tout ça. La meilleure chose à faire le matin, dès que vous vous réveillez, c'est de vous exposer à la lumière du soleil. Même 10-15 minutes, il faut que le soleil puisse littéralement être en contact de ta peau. Je crois que je tutoie, je vous vois, bon, peu importe, on s'en fout. Et ce qui est très important, c'est quand le soleil est en contact avec l'iris, avec la rétine des yeux, parce que c'est là où le cerveau va se dire, ah, c'est le matin. Et donc, il va commencer à activer ce cycle de 16 heures. Déjà, hyper important. Vous allez me dire, comment on fait quand c'est l'hiver et qu'on habite à Paris? Ben, je vous répondrai qu'avant, euh, nos ancêtres, on va dire, ben, ils migraient, voilà, déjà. Et de deux, on dormait plus l'hiver, hein. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on dort autant l'hiver que l'été, alors qu'avant, ben, les gens pouvaient dormir beaucoup plus longtemps l'hiver et donc se réveiller avec la lumière du soleil. Mais Dieu merci, il n'y a pas que la lumière du soleil, il y a aussi la température corporelle. Et pour ça, ben, rien de mieux que faire une douche chaude. C'est trop la mode là, douche froide, nanana, motivation, dev perso, très bien, très bien, très bien. Mais la vie est quand même assez compliquée pour se faire un petit plaisir le matin. Waouh, une petite douche chaude, voilà, hein. Et surtout que la douche chaude, ça va venir vraiment dilater les vaisseaux sanguins, ce qui est très bon pour votre température corporelle et pour votre circulation sanguine. C'est vrai que le froid, c'est socialement hyper bien vu, et c'est ok, c'est très bien le froid. Mais le chaud, c'est très bien aussi. Là, je parle de douche chaude, mais tout ce qui est sauna, hammam, à mes yeux, c'est même mieux que les bains froids. Je lâche la graine. Donc, la meilleure façon déjà de bien dormir, c'est de se demander qu'est-ce que je fais le matin? Comment je me réveille? Est-ce que mon corps sait qu'il est réveillé? Imaginons que vous foirez votre réveil. Vous vous réveillez à 7 heures dans votre lit. Vous êtes là, vous scrollez sur les réseaux. Aucun signal d'éveil. Eh bien, vous allez émerger de votre lit à 8h30 parce que vous avez scrollé sur TikTok. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre corps va enregistrer les 16 heures à partir de 8h30. Donc déjà,
vous allez vous coucher à 23h, vous allez dire tiens ouais mais cette nuit j'ai pas trop réussi à dormir. Et ben voilà, c'est pour ça. C'est parce que vous n'avez pas envoyé le bon signal d'éveil à votre corps. Donc forcément, c'est compliqué. Donc le premier point c'est celui-là, c'est que la meilleure façon de réussir sa nuit, c'est de réussir son éveil. Voilà, déjà, si vous avez ça, c'est très bien. Après l'éveil, vient toujours quelque chose, hein, les 3 C, café, clope, caca. Bon, on va se concentrer aujourd'hui sur le café. La caféine. Le café, c'est très bon pour la santé. Beaucoup d'avantages pour le corps en termes d'antioxydants, beaucoup de potassium, même pour la santé cardiaque, ça peut avoir des avantages, mais il y a un souci. Le souci avec la caféine, c'est que sa durée de vie moyenne est quand même de 24 heures dans le corps, si vraiment on va jusqu'à la fin. C'est quand même énorme, hein, 24 heures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend du café par habitude. Il faudra en moyenne 3 mg de caféine par poids de corps pour que la caféine soit réellement efficace. Red Bull et compagnie, ça dégage. Même si bon, fallait pas forcément être scientifique pour se rendre compte que c'était de la merde. Passons. Donc, ce qui est important de comprendre avec la caféine, c'est que le but de la caféine, c'est d'augmenter notre niveau d'éveil. Et donc littéralement de booster notre cortisol, l'hormone du stress. Problème, c'est que le matin, le cortisol est déjà au max. Le cortisol est déjà au max. Donc vous allez avoir naturellement un pic de cortisol et vous allez boire du café pour avoir un pic de cortisol, mais il ne peut pas aller plus haut. Donc en fait, le café du matin ne sert à rien. C'est pour ça qu'on dit souvent, de plus en plus on entend enfin alléluia, qu'il faudrait prendre son café entre 1h30 et 2h après l'éveil. Et oui, et oui. En plus du fait que la caféine, elle peut altérer l'assimilation de certains nutriments par le corps, zinc, calcium, magnésium, etc., fer. Dommage de la prendre en même temps qu'un petit déjeuner. Donc la première chose à faire avec la caféine, c'est de ne pas la prendre au réveil. Parce que si vous dites non, moi si j'ai pas mon café, il ne faut pas qu'on me parle, c'est psychologique. Et c'est peut-être parce que vous dormez mal et que vous êtes de mauvaise humeur, hein, au passage. Ça on voit là sur la vidéo, mais bon, il faut dire les termes. Il y a une autre chose aussi avec la caféine, c'est que on va tous pas forcément être réceptifs de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que certains vont pouvoir boire des cafés jusqu'à 16 heures et très bien dormir. On reviendra plus tard dans la vidéo sur ce que veut dire très bien dormir. Et d'autres vont avoir du mal à ne serait-ce que fermer les yeux après un café après 10 heures. Donc pour ça, j'ai envie de vous dire, apprenez à connaître votre corps. Mais généralement, déjà à partir de 14 heures, on évite les cafés. Hein. Parce que bon, ça peut vraiment altérer la qualité du sommeil. Voilà, ça c'est. Après, c'est interindividuel. Mais l'avantage, si vous êtes complètement accro au café, comme l'immense majorité des gens, c'est qu'une addiction à la caféine, c'est pas si long à enlever. 9-10 jours et c'est bon. C'est l'addiction la plus facile à évincer. Voilà. Mais littéralement, d'un point de vue physiologique et biologique, 9-10 jours suffisent pour ne plus être accro au café. Et d'ailleurs, vous en ressentirez tous les avantages après. C'est comme quelqu'un qui veut annuler ou réduire son addiction au sucre. Le but, c'est pas d'arrêter le sucre. Le but, c'est de retrouver tout le kiff qu'il avait avant en mangeant du sucre. Parce que comme il ne mange plus du sucre, son corps n'est plus habitué au sucre. Et donc, dès qu'il mange un peu de sucre, tout le plaisir revient. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Oui, j'ai noté aussi que c'était très important de ne pas remplacer le café par le thé. Parce que même si la théine et la caféine, ce n'est pas totalement pareil, dans l'idée, il y a quand même cette notion de stimulant. Et vous savez quoi? On est toujours en train de se demander qu'est-ce que je peux prendre pour me stimuler. Et en fait, on ne se demande jamais qu'est-ce que je peux prendre comme calmant, pour me calmer, pour me relaxer. La meilleure façon d'être stimulé aujourd'hui, c'est de réussir à calmer son corps. Parce qu'en calmant son corps, finalement, on va le stimuler. On va être plus reposé, plus performant, physiquement comme mentalement, à la salle de sport comme au business, mentalement, sur la mémoire, sur le focus, sur les perfs, peu importe. La meilleure façon, les gars, de stimuler votre corps, c'est de le calmer. Donc, la caféine, c'est très intéressant. On pourra même voir après comment la prendre après la sieste. On va y retrouver un peu plus tard dans la vidéo. Mais l'idée de prendre 5 à 6 cafés par jour est délirante. 1 à 2 sont largement suffisants pour en avoir les avantages. Si après vous êtes complètement accro au café, demandez-vous qu'est-ce qui vous rend accro. Est-ce que c'est le fait d'avoir cette odeur? Moi, perso, je kiffe l'odeur du café, même si j'aime pas le café. Bon, vous avez qu'à faire des cafés et pas les boire, ou être avec des gens qui boivent des cafés. Ou tout simplement, en fait, vous dire, est-ce que le plaisir, c'est d'avoir une petite tasse à quelque chose? Et ça, on peut la remplacer par pas mal de choses. Alors justement, en troisième point, on l'a vu que le matin, ça ne sert à rien de prendre le café. Parce que dans tous les cas, en fait, on a le pic de cortisol naturel par le corps. Donc, ça ne sert à rien de venir rajouter un pic par le café, parce que dans tous les cas, en fait, ça va faire la même chose. Et bien justement, ce cycle cortisol-mélatonine est hyper important. Cortisol, pour résumer, l'hormone du stress, qui est bonne, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et la mélatonine, pour résumer, l'hormone du sommeil. Bon, l'idée, c'est que le matin, vous devez avoir le plus de cortisol possible.
et au fur et à mesure de la journée, il descend. Et le matin, vous devez avoir le moins de mélatonine possible et au fur et à mesure de la journée, elle monte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes inversent ces cycles. Déjà parce qu'ils vont être trop stressés le soir, parce qu'ils ne dorment pas assez bien et donc le corps ne sait plus comment sécréter de la mélatonine et surtout à quelle heure et le cortisol va être sécrété un peu tout le temps. En fait, pour le corps, il vaudrait mieux être stressé d'un coup et c'est bon que stressé un peu tout au long de la journée. Alors certains vont dire ah non mais surtout pas parce que si tu es stressé tout au long de la journée, c'est un stress chronique. Ce que j'entends par là, c'est que le fait d'avoir un peu tout le temps de stress fait que le corps ne sait pas comment se reposer. Or, si vous avez un gros pic de stress qui dure 1h30, 2 heures, et après vous n'avez plus de stress, le corps au moins il sait quand il faut être réveillé. Voilà. Donc ce cycle cortisol-mélatonine est hyper important. Et en fait, le problème c'est que aujourd'hui, on a beaucoup plus de fatigue mentale que de fatigue physique. On va bosser 10 heures par jour sur un ordinateur, on va être épuisé, on va avoir mal au crâne, mais physiquement, le corps il a la pêche. Je vous rappelle que nos ancêtres lointains faisaient des 30, 40, 50 000 pas par jour, ça courait derrière le mammouth, c'était en forme quoi les gars. Nous, on est épuisé à cause des écrans. Donc, l'idée c'est de se dire que même quand on est épuisé mentalement, physiquement, le corps a encore beaucoup de ressources. Et ces ressources, il faut les utiliser. C'est pour ça qu'il faut faire du sport. Parce que sinon, vous allez avoir une fatigue mentale qui est énorme, une fatigue physique qui est extrêmement basse, et du coup, impossible de dormir. C'est généralement ça qui fait qu'on a du mal à dormir. Parce que quand c'est l'inverse, quand on a beaucoup de fatigue physique et très peu de fatigue mentale, on dort très bien. La fatigue mentale étant le fléau de notre époque, on va dire. Entre le stress avec, l'inflation, tu allumes la télé, tu as l'impression qu'il y a un attentat à chaque coin de rue. La pollution aussi qui stresse beaucoup, la pollution sonore, visuelle, lumineuse, mais aussi pollution via les voitures. Beaucoup de choses sont très stressantes, donc oui, c'est compliqué. En fait, le cortisol, donc ouais, j'ai écrit qu'il pouvait se sécréter via le sport, via les douches froides. C'est pour ça que faire une petite douche froide le matin, ça peut être aussi pertinent. C'est pour ça que le matin, moi personnellement, je fais une douche écossaise, donc chaud-froid, très important de faire les deux. Et après, toute la question, c'est comment on va pouvoir stimuler la mélatonine le soir. Et la mélatonine, en fait, ça va avec de la relaxation. Donc par exemple, quand vous avez des sessions de travail intenses, placez-les plutôt le matin. Sauf si vous êtes du soir, bien sûr, on s'est compris. Mais en fait, pour stimuler la mélatonine, dans un premier temps, il faut arrêter de stimuler le cortisol. Donc, dire au corps, frérot, c'est l'heure de se reposer. Pour ça, plusieurs solutions. Déjà, on peut stimuler donc l'arrêt du cortisol via la relaxation, la méditation, le repos, le fait d'arrêter d'avoir des conversations stressantes, de ne pas s'embrouiller avec sa meuf à 21h. Mais il faut aussi activer la mélatonine. Dormir dans le noir, mettre des bouchons, réduire les lumières. Je ne sais pas si le mot plafonner se dit, mais en clair, les lumières qui viennent d'au-dessus là. Le problème le soir, c'est que le cerveau, il comprend pas, il sait pas ce que c'est artificiel. Il pense que c'est le soleil. Et donc en fait, il faut les réduire. Et pour ça, des petites lumières de table, là, jaunes bien tamisées, c'est parfait. Et c'est comme ça en fait qu'on va venir profiter de la sécrétion de mélatonine. Donc le matin, le cortisol il est au max. Il faut vraiment profiter. Parce que c'est là où en fait, d'ailleurs, vous voyez, votre rythme cardiaque s'accélère. Moi, j'ai une bague connectée, je vais vous en reparler, qui traque le sommeil. C'est très bien parce que je vois que mon rythme cardiaque, dès que je me réveille, poum, il part en flèche. C'est normal, il faut profiter de ça. Je ne vous dis pas de faire un sprint dès le réveil, mais il faut quand même profiter de ça. C'est comme ça qu'on peut avoir un très bon cycle cortisol-mélatonine. Et c'est pour ça aussi que si à 20h, vous checkez les mails et vous avez la pire nouvelle qui soit, impossible de dormir correctement. Impossible de dormir correctement. On va y revenir après sur les routines. Beaucoup de choses, je vois qu'on est déjà presque à 14 minutes de vidéo. J'espère qu'il y en a qui sont jusqu'ici. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment le format que je voulais faire parce que c'est bien mignon le montage, c'est cool, on en fera pour d'autres vidéos. Mais je voulais récompenser les personnes qui avaient des capacités de concentration supérieures à 14 minutes. Voilà. Alors, très important aussi, qu'est-ce qu'il faut manger? C'est le quatrième point. Qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir un super sommeil? Alors, pareil, qu'est-ce qu'on va manger dès le matin? Le matin, on va favoriser les protéines et les lipides parce que ça va venir sécréter de la dopamine, l'hormone de la motivation qui va nous pousser à faire des choses. Ce qui colle bien parce qu'avec le pic de cortisol, ça va nous aider à être plus productif. L'idée, c'est que si dès le matin, vous avez trop de glucides, vous allez avoir des pics de glycémie, donc l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Et le problème, c'est que vous allez avoir des baisses. C'est comme le café, la caféine, ça monte, ça chute. La glycémie, ça monte, ça chute. Problématique. L'idée, c'est que la glycémie soit comme ça tout au long de la journée pour ne pas avoir de crash. D'ailleurs, plus le pic est vertigineux, plus la descente fera très mal. Donc déjà, dans un premier temps,
le matin, on va privilégier protéines, lipides. Ça ne veut pas dire de ne pas manger de glucides. Moi, par exemple, le matin, je mange des fruits. Mais commencez la journée par des céréales. Vous vous démerdez après pour les problèmes de santé. Genre vraiment, maintenant, on vous aura prévenu, quoi. C'est pas le but, quoi. C'est vraiment pas le but. Et à l'inverse, là où tous nos parents pensent que les glucides le soir, ça fait grossir, déjà, c'est une hérésie parce que ça veut dire que le corps, à minuit, s'arrête et reprend. C'est complètement lunaire. Dans ce cas, si c'est le cas, si les glucides feraient grossir le soir, quand on bosse le matin à 8h et qu'on est assis jusqu'à 18h, là aussi. Donc, c'est n'importe quoi. Les glucides le soir, en fait, via l'absorption du tryptophane qui se transforme en sérotonine, qui est une des 4 hormones du bonheur, et la sérotonine qui se transforme ensuite en mélatonine, avec un processus assez rapide qui dure à peu près 30 minutes, et les glucides aident à dormir. Pour deux raisons, donc, avec la mélatonine, comme on vient de le voir, mais aussi parce que après les glucides, il y a un peu ce chaos glucidique, je suis bien là, vous savez, appeler une belle plâtrée de pâtes. Alors le but, c'est pas de rendre la digestion trop compliquée, le but, c'est de se dire qu'en fait, le corps, il est comme ça. Quand il y a beaucoup de calories, il se repose, c'est normal. Avant, il y a des milliers d'années, quand on avait beaucoup de calories, on pouvait enfin se reposer. C'était un signe de récompense. Et donc, le cerveau, je vous rappelle qu'il n'a pas évolué. Donc, glucides égale dodo. Terminé. C'est quand même important d'en avoir en journée parce que le cerveau à lui seul, c'est à peu près 120 grammes de glucose par jour. Donc, si vous travaillez correctement, ça peut être beaucoup plus. Donc, l'idée, c'est pas de ne pas avoir de glucides dans la journée, mais l'idée, c'est d'en mettre le plus possible le soir et autour des heures d'entraînement. D'ailleurs, le soir aussi, il y a plusieurs petits nutriments, on va dire, qui sont intéressants à prendre. Donc, le magnésium, le GABA, vous allez me dire en complément, en aliment, peu importe. Le magnésium, épinards, chocolat noir, ça peut être très intéressant. Le GABA, par exemple, ça peut être très intéressant aussi dans le riz brun. Et c'est quand même bien fait parce que riz brun, riz noir, GABA, mais aussi magnésium dedans. Donc en fait, on peut venir vraiment choisir les meilleurs aliments pour notre santé, pour le sommeil, parce qu'on pourra choisir des aliments qui répondent à la fois à la catégorie des glucides et à la fois à la catégorie des micronutriments. Et l'idée, c'est aussi, le soir, comme on l'a vu tout à l'heure, la température corporelle, c'est là où elle est le plus bas. Ou elle est la plus basse plutôt. Donc, on va éviter de réchauffer le corps. Et quand vous digérez les aliments, il y a ce qu'on appelle la thermogénèse. Votre corps produit de l'énergie, dépense des calories pour digérer ce que vous venez de manger. Et en fait, selon si vous digérez des lipides, des protéines ou des glucides, le corps ne va pas augmenter sa température de la même façon. Et spoiler, qu'est-ce qui est le plus dur à digérer en termes de température? C'est les lipides. Ah, c'est bizarre. On l'a vu juste avant qu'il fallait les manger le matin. Oh là là, c'est quand même bien fait, hein. Eh oui. Donc dans l'ordre, en fait, le soir, il faudra avoir le moins de lipides possible, le plus de glucides possible, et entre les deux, les protéines. Après, le débat, viande ou pas viande, poisson ou pas poisson, protéines végétales ou animales. Déjà, ça va dépendre de votre système digestif. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que vous faites de la porosité intestinale? Est-ce que vous avez une candidose? Est-ce que vous digérez bien? Qu'est-ce que vous êtes habitué à manger? D'où sont vos gènes? Si vous êtes italien depuis 800 générations, vous allez beaucoup mieux digérer le blé et le lactose qu'un asiatique. Normal. C'est lié au microbiote intestinal. Donc, qu'est-ce que vous digérez? Voilà. Moi, je sais que le soir, je peux manger un gros plat de pâtes, même si en ce moment, je suis plus sur du sans gluten. Je dors super bien, je digère super bien. Justement, moi, ce qui me freine le soir, et 90% des gens sont comme moi, ce n'est pas forcément tant les quantités, la quantité de glucides, c'est surtout à quelle heure je prends le repas. Le plus important quand vous vous dites qu'est-ce qu'il faut manger le soir, c'est surtout à quelle heure je prends mon repas. À quelle heure je prends mon putain de repas. Essayez de l'avoir, de terminer le repas au moins 3 heures avant d'aller dormir. Je vais vous faire une confidence. Moi, en ce moment, je dîne à 18h. Ouah, c'est tôt, hein. Pour quelqu'un qui se couche à 23h, c'est très tôt. Mais je me sens trop bien. Déjà parce que du coup, au moment d'arriver au lit, j'ai digéré fois 1 million. Et de deux, le matin, en fait, je me lève naturellement avec de la faim. Parce que je me lève vers 7h30. Ça fait 15 heures que je n'ai pas mangé. C'est une faim naturelle qui me pousse à me réveiller plus vite. Et donc, je suis super content de me réveiller. C'est super simple. Donc voilà, encore une fois, tout est lié. Tout est lié et c'est vraiment important de prendre en compte la nutrition du sommeil. Encore une fois, il faudra faire le test, mais par contre, quelque chose qui peut fonctionner sur chacun d'entre vous, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est beaucoup d'entre nous se réveillent le soir pour aller faire pipi. C'est un problème parce que même si vous allez en mode automatique, ça détruit bien le sommeil. Je l'ai vu maintenant que je traque mon sommeil avec cette petite bague. Je le vois que les 2-3 nuits depuis 4 mois que je l'ai où je suis allé me lever pour aller aux toilettes, j'ai foiré mon sommeil. Et l'idée en fait, c'est de manger un peu plus de sel le soir, le vrai sel de mer iodé, pas le sel baleine industriel. Parce qu'en fait, le sel va venir causer de la rétention d'eau. Cette rétention d'eau naturelle
va retenir l'eau du corps et donc va nous éviter d'aller aux toilettes la nuit. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Donc bien sûr, on évite de trop boire, mais on peut quand même se faire une petite tisane. Mais c'est sûr que si vous vous faites 1 litre de tisane à la verveine, bien que c'est intéressant, la phytothérapie pour mieux dormir, verveine, camomille, mélisse, ok, c'est très bien. Par contre, l'idée, c'est pas de se réveiller en pleine nuit et ensuite aller aux toilettes. Et pour ça, la botte secrète, c'est de manger du sel. Ajouter du sel à vos repas. Ça va tout changer, vraiment. Donc là déjà, on est à 20 minutes. Je pense que j'ai mis en PLS toutes les formations de sommeil. On est bien là. Alors on va quand même parler en 5e point des écrans. On va quand même parler en 5e point des écrans parce que en fait, la lumière bleue, c'est ok. Comment ça? La lumière bleue le matin, c'est ok. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est le soir. En fait, le matin, c'est naturel la lumière jaune du soleil, la lumière bleue des écrans. Ok, limite, ne la coupez pas. Ça peut aider votre corps à se réveiller. D'ailleurs, il n'y a pas de souci à ça. Le problème de la lumière bleue, c'est le soir. En fait, elle peut réduire jusqu'à 50% la sécrétion de votre mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. En même temps, on s'est tous déjà endormis devant une série. Alors vous allez me dire, oui, mais en même temps, on dort. On va y revenir après. Je crois que c'est le 7e point, le 5e. C'est la quantité versus la qualité. Qu'est-ce qui est le plus important? Et là, du coup, avec les écrans, il faut vraiment se dire ça. Que le matin, il n'y a pas de souci à avoir la lumière bleue, même ça peut être très bénéfique pour réveiller le corps, notamment quand on n'a pas de vrai soleil. Par contre, le soir, on va mettre des bloquants. Déjà, alors je ne les ai pas avec moi, elles sont là-bas. Bon, c'est des les lunettes anti-lumière bleue. On peut mettre un filtre rouge sur l'écran. C'est pas un filtre anti-lumière bleue, hein, c'est un filtre rouge. C'est-à-dire que tout votre écran va être rouge. Vous allez complètement filtrer votre écran. C'est vénère, mais c'est intéressant. Et en fait, ce qu'on ne vous dit pas souvent quand on vous dit arrêtez les écrans le soir, c'est qu'il y a 2 raisons. C'est qu'en fait, les écrans vont aussi venir vous énerver, vous sécréter du cortisol. Et donc, on va être à l'opposé de la mélatonine. Je vous prends un exemple. Vous regardez un film très stressant. Votre rythme cardiaque va s'accélérer. Votre pic de cortisol va s'accélérer. Donc, vous allez réduire votre sommeil. Si demain, vous regardez les écrans avant de dormir et vous regardez un documentaire animalier sur 2 marmottes et leur vie, je peux vous garantir que vous allez mieux dormir que si vous regardez un match de foot de Ligue des Champions. D'ailleurs, les nuits où je dors le moins bien, c'est quand je regarde un match de Ligue des Champions qui, pour moi, a de l'intérêt et du suspense parce que c'est mon équipe qui joue. C'est évident. Parce que le rythme cardiaque s'accélère. Donc vous avez vu, les fans de foot, de rugby, peu importe, quand on regarde un match et qu'on est à fond, ou un film, vous le sentez quoi. Vous le sentez qu'on est, on est tendu quoi. On est tendu. On est tendu. Donc en fait, au-delà du simple fait de regarder les écrans, c'est aussi qu'est-ce que vous allez regarder. Les réseaux, ça peut vous énerver aussi. Vous allez voir une vidéo d'un gars que vous n'aimez pas, vous allez voir une nouvelle qui ne vous plaît pas, vous allez cliquer sur le dernier lien d'un journal qui vous explique que c'est la fin du monde. Ben, c'est pas possible. Donc oui, il y a aussi le côté très technologique des écrans, mais aussi qu'est-ce qu'on en fait, hein. Pareil, moi j'ai une liseuse, ça me fait rien. J'ai comparé en fait que je lisais avec un livre, une liseuse. Bon d'ailleurs c'est des liseuses, d'accord, c'est pas un iPad, hein, c'est une liseuse faite exprès pour lire le soir. Aucune diff, donc voilà, c'était très important de préciser cette partie sur les écrans. Et bon, peu importe quand est-ce que vous faites les écrans, il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi dans votre journée pour améliorer votre sommeil, c'est la sieste. En fait, moi je viens de la Méditerranée. La sieste, c'est naturel, hein. C'est très bien en fait. C'est très bien de faire la sieste. Je ne sais pas pourquoi en fait on n'a pas de salle de sieste quand on est petit, on fait la sieste et après on a un peu arrêté ça. Alors que franchement c'est super pour la santé. Et en fait ce qu'il faut comprendre avec la sieste c'est que c'est une question d'habitude. Voilà. La première fois que vous allez faire une sieste, vous allez vous réveiller n'importe comment, la tête dans le cul, si vous me permettez l'expression, la bouche un peu pâteuse. Mais c'est une question d'habitude, hein. C'est comme la première fois qu'on fait le sport. Aujourd'hui moi je sais que si je fais une sieste, sans réveil, 15-20 minutes, je me réveille automatiquement et je me réveille automatiquement au bout de 30 minutes si j'ai fait une très très courte nuit. Mais ça ne peut pas aller au-delà. Ce n'est pas possible. Je ne mets même plus de réveil. Même quand j'ai un rendez-vous important, plus de réveil. Parce que je me suis habitué. Par expérience, ça prend à peu près 10-15 jours. Donc, comme le café, c'est bénéf. C'est pas tant que ça. Donc moi, je vous conseille. Il y a plusieurs types de siestes, hein. Il y a la sieste flash qui va durer vraiment 5 minutes. Ça, c'est idéal si vous voulez être en forme tout de suite. Genre sieste flash, vous vous réveillez 5 minutes après, il y a quelque chose de très important. La sieste classique est la plus recommandée et la plus faite, celle de 15-20 minutes. Là, c'est intéressant de la faire pour être en forme 1 heure après. Et après, vous pouvez aussi faire des espèces de coma d'1 heure et demie si vous avez besoin d'être vraiment en forme beaucoup plus tard. Exemple, je sais pas moi, vous êtes entrepreneur, à 22 heures, vous montez sur scène, vous allez faire une sieste à 14 heures de 2 heures, ou 1 heure et demie. Parce que le soir, vous allez avoir besoin d'un pic d'énergie. Et en fait, cette sieste va venir préparer le futur pic d'énergie. Donc, c'est quand même bien fait. D'ailleurs, pour la sieste, c'est complètement normal, environ 6 heures après l'éveil,
d'avoir un peu de fatigue. Surtout que si vous levez à 8 heures, 6 heures après, généralement vous avez fini de manger, il y a une petite fatigue qui se fait. On va y revenir après, j'ai deux façons de faire des siestes qui sont vraiment parfaites. Et en fait, l'idée c'est de se dire, ouais, ok, ça c'est la période idéale pour faire la sieste, mais il n'y a pas vraiment de période préférée. C'est-à-dire que si vous avez dormi 5 heures, vous vous levez à 7 heures et vous voulez faire une sieste à 10 heures, ben c'est ok. Il n'y a pas de règle sur ça. L'idée, c'est de vite récupérer. Moi, avec ma bague, je sais que quand je fais une sieste, je récupère 2 points de sommeil sur 100 et 2 points de préparation. Ça veut dire que je suis, alors c'est un peu réducteur, parce que ça ne fait pas énorme de dire je suis 2% plus efficace, c'est pas ça qu'il faut se dire. C'est que du coup, je mets 2 longueurs à tous ceux qui font pas de sieste tous les jours. Donc à la fin de l'année, je leur ai mis genre 700 longueurs quoi. Vous avez compris, vous avez compris l'idée quoi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes suffisamment smart pour avoir compris ce que j'ai dit. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire voilà, on va venir prioriser la sieste pour qu'elle nous stimule. Et en fait, moi ce que je fais, et il y a une autre façon de faire, je vous l'ai dit juste après, c'est que le midi je déjeune, tout de suite après, dès que j'ai fini de manger, je vais dormir. Parce que comme ça, mon corps n'est pas encore en digestion, je vais dormir et 20-30 minutes après, quand le corps se met à digérer, ma température corporelle augmente et je me réveille naturellement. Et l'autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la coffee nap. Café, un nap sieste, c'est de boire le café et de partir faire la sieste tout de suite. Comme ça, quand la caféine fait effet dans le corps, votre corps se réveille naturellement de la sieste. Donc là, en fait, on vient court-circuiter tous les mots MAUX modernes et de la société. On vient court-circuiter tout ce qu'il ne faut pas et naturellement, on vient envoyer les meilleurs signes de notre corps. Parce que là, tout ce que je vous explique, vous allez avoir un meilleur physique parce que le sommeil aide à perdre du gras, aide à prendre du muscle, aide à être plus en forme, plus d'énergie, meilleure peau, meilleure cerne, meilleure mémoire. Enfin, c'est impressionnant. On prend vraiment de meilleures décisions quand on dort bien. D'ailleurs, la plupart des gens vous disent ouais, moi, le seul accident de voiture que j'ai eu, c'est quand j'ai pas dormi. Ah, tiens, c'est dommage, on te l'explique depuis toujours. Donc, la sieste, c'est vraiment intéressant. C'est juste que c'est mal vu. Vous bossez en entreprise, vous ne pouvez pas la faire comme ça. Mais dans l'idée, moi, c'est pour ça que j'arrive pas à bosser dans les coworking et que je bosse que de chez moi. Et que quand j'aurai des bureaux, il va falloir que je fasse vraiment une salle de sieste. C'est trop puissant la sieste. Alors, on en vient enfin, on a combien de temps? Ah ouais, putain. On en vient enfin à la partie quantité vs qualité de sommeil. Parce qu'en fait, il y a deux choses à savoir. Ça sert à rien de dormir 9 heures si c'est pour avoir 1 heure de sommeil profond. Parce que c'est le sommeil qui est le plus important. Mais de la même façon, dormir 6 heures et avoir 2 heures de sommeil profond, c'est quasi impossible. Donc oui, la qualité du sommeil est le plus important, mais il ne faut pas négliger aussi la quantité. Parce que même si vous dormez mal, au moins vous dormez. Vous savez, il y avait une mode à un moment qui était de se coucher, de compter les cycles de sommeil, qui duraient 1 heure et demie, dire ok, je me couche à minuit, je veux 4 cycles d'1 h 30, je me lève à 6 heures. Et en fait, je vous invite à lire des témoignages et des biographies d'anciens militaires qui vous expliquent qu'en fait, eux, ils ne peuvent pas réfléchir comme ça. Dès qu'ils ont un quart d'heure pour dormir, ils dorment. Parce qu'ils ne savent pas la prochaine fois qu'ils vont dormir. Et en fait, c'est vrai que les études tendent à montrer que ce qui compte pour le sommeil, bien sûr, quand vous vous réveillez en plein cycle, c'est très dur. Mais là aussi, encore une fois, si vous êtes en bonne santé et une bonne hygiène de vie, il n'y aura jamais ce problème de cycle. Ben en fait, ce qui compte pour le corps, c'est de dormir. Voilà. Donc, plutôt que de se dire, tiens, à quelle heure je me couche selon mon éveil, c'est surtout dors, mon gars, dors. Et en fait, il y a deux types de sommeil qui comptent. Il y a le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Il y a le sommeil léger aussi, qui sert aussi à agrandir la durée de sommeil, mais le plus important, ça va être le profond et le paradoxal. Le profond va vraiment servir pour vous donner de l'énergie le lendemain, pour tout ce qui est réparation musculaire, pour vous donner de la forme et de la force. Donc c'est très important pour ça. Et d'autre côté, il y a le sommeil paradoxal, c'est quand on rêve, souvent vu comme inutile, alors que c'est quand même là où la mémoire se refait et c'est là où on va dire qu'il y a la gestion d'humeur. Donc vous pouvez faire une bonne nuit en sommeil profond et une très mauvaise nuit en sommeil paradoxal. Vous allez pouvoir extrêmement bien travailler. Par contre, vous allez être imblairable. À l'inverse, vous allez pouvoir faire une super nuit en paradoxal. Vous serez plein de bonnes joies, plein de bonnes intentions. Impossible de se mettre au travail. Généralement, les filles ont le sommeil profond durant la première partie de la nuit et le paradoxal à la fin. Et les mecs, c'est l'inverse dans 80% des cas. Donc c'est pour ça qu'une fille qui se lève trop tôt, elle va pas être très efficace. Et un mec qui se lève trop tôt, il va être imblairable. Voilà, c'est intéressant de savoir ça. Alors après, bien sûr, l'idée c'est de… Moi j'ai à peu près 2 heures de sommeil profond, c'est énorme, mais c'est ce qu'il faut vraiment viser, le plus possible. Mes meilleures nuits, c'est quand je dors 8 heures, j'ai 2h10-15 de profond et 2h10-15 de paradoxal. C'est royal. Après, il faut aussi regarder, est-ce que vous vous éveillez pendant la nuit, est-ce que vous vous réveillez, mais dans l'idée, si vous avez un masque de nuit, des bouchons, et que vous dormez dans le noir total, vraiment il n'y a pas de lumière, pas de bruit, et que vous mettez en place tout ce qu'on a vu avant, vous allez revivre. Aimez dormir, vous allez dormir un tiers de votre vie. Donc si vous vivez jusqu'à 90 ans, ce que je vous souhaite,
vous allez dormir 30 ans. Donc, limite, si vous n'aimez pas dormir, apprenez à faire des rêves lucides. Au moins, vous allez kiffer. C'est vraiment important d'aimer le sommeil, d'investir sur un bon matelas, un coussin mémoire de forme, une bonne couverture, une bonne chambre, qu'on se sente bien, que ce soit cocooning, peu importe. Mais il faut que vous vous sentiez bien parce que ça va être un tiers de votre vie. Voilà, c'est comme la chaise. Faut optimiser la chaise sur laquelle on est parce qu'on est assis toute la journée. Alors, on arrive au 8e point déjà. Ça dure plus longtemps, non, en fait, ça va. C'est tout ce qui est routine. Parce que, vous savez, aller au lit, ça se prépare. C'est comme les personnes qui me demandent des conseils pour mieux digérer. Pour mieux digérer, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de préparer son repas. Et préparer son repas, c'est quoi? C'est cuisiner. Parce que du coup, on va toucher les aliments avec les mains. Donc, le cerveau va enregistrer ces signaux. Il va commencer à sécréter la leptine et la gréline, qui sont l'hormone de la faim et de la satiété. Il va commencer aussi à sécréter plus de leptine, qui est l'hormone de la satiété, au moment où vous allez cuisiner, parce qu'il va y avoir des odeurs. C'est pour ça que si vous avez déjà fait des repas de Noël en famille, généralement, la personne qui cuisine, elle n'a jamais faim. Parce qu'en fait, toute la journée, elle a touché des aliments, elle a été stimulée dans les odeurs. Donc en fait, elle n'a plus faim. C'est fort, hein, quand même. C'est très très fort, je trouve. Donc, pareil, aller au lit, ça se prépare. C'est une réduction du cortisol. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le sport le soir, hein, parce que ce qui compte, comme on l'a vu en début de vidéo, c'est de bouger, c'est de faire du sport. Si vous remarquez que le sport vous empêche de dormir, changez de sport ou faites des pas. Allez faire 10-15 000 pas. Moi, je sais que je peux faire mon cardio à 21 h et me coucher à 22 h. Je dors super bien. Chacun est différent. Testez, testez. Mais l'idée, c'est de redescendre son rythme cardiaque, son rythme cérébral. Le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est d'avoir une routine, mais surtout dans la routine, d'intégrer une partie où, quoi qu'il arrive tous les soirs, vous allez noter tout ce que vous avez fait. Parce qu'on a tendance, dans notre monde moderne, à oublier tout ce qu'on a fait, mais juste à penser à ce qu'il reste à faire. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce qu'en fait, on fait des journées très chargées, on oublie presque qu'on a fait plein de choses, mais c'est important de les écrire. Et l'idée, c'est d'avoir une routine, on va venir se calmer. Donc ça part déjà par la réduction du bruit, la réduction du stress. On ne va pas régler un conflit avec un pote au téléphone à 22 h. La réduction des lumières. Je vous rappelle qu'il faut faire croire à votre cerveau que le soleil se couche. Donc maintenant qu'on a inventé l'électricité, c'est super. Hein. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas, c'est super, mais du coup, on dort moins bien. Forcément, on dort moins bien. Et l'idée, encore une fois, c'est du coup de réduire cette pression du corps. Ça peut être avec de la lecture, ça peut être avec des étirements, ça peut être en faisant de la lumière rouge, mais encore une fois, la lecture, qu'est-ce que vous allez lire? Si vous lisez un livre sur le business, ça va vous stimuler. C'est pour ça que beaucoup conseillent les livres de science-fiction. Moi, là, je lisais un livre sur les compléments alimentaires, parce que je suis en train de créer ma marque. Je vous raconte tout sur Instagram. Je vous mets les liens Instagram, ceux qui veulent le coaching, newsletter, tout en description. Eh ben, je lisais ça et en fait, je me suis rendu compte que non, je suis en train d'apprendre, d'essayer d'apprendre. C'est pas le cas. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je lis et après, je m'étire. Avant, je faisais l'inverse. Parce qu'au moins, c'est plus pratique, tu es dans le lit. Mais finalement, c'est pas ce qui fonctionne le mieux en termes de sommeil, quoi, tout simplement. Et la question qu'on pose souvent sur le sommeil, c'est ok, mais qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour le soir? Vraiment, c'est une question qui revient souvent. Beaucoup vous diront non, il ne faut pas faire l'amour parce que si, parce que ça, rythme cardiaque. D'accord, mais là, il y a deux choses. Déjà, on a beaucoup, beaucoup de mal aujourd'hui à avoir autant de relations sexuelles qu'avant. Je sais pas, vous regardez les sondages, les jeunes ne font plus l'amour. En fait, faire l'amour, c'est tellement un cocktail d'hormones incroyable que même si tout à l'inverse, augmentation du cortisol, augmentation du rythme cardiaque, à la fin, vous allez avoir un cocktail d'hormones du bonheur, sérotonine, ocytocine, dopamine, endorphine, tout ce que vous voulez, qu'en fait, c'est bénéfique. Voilà. Donc même si sur le papier c'est tout l'inverse, c'est ça qui est fabuleux avec le corps humain, c'est que c'est quand même assez complexe, finalement ça vous aide quand même à bien dormir. Voilà, donc bien sûr, je vous conseille aussi d'avoir des routines du matin, donc, comme on l'a vu, soleil, réchauffer le corps, manger. Dans l'idée, c'est maintenant aussi d'avoir des routines du soir. Et donc on revient à la question, parce que ça découle un peu de ça aussi, mais à quelle heure faut-il faire son sport? Alors, beaucoup vous diront que le soir c'est dur de dormir, d'autres vous diront que ça ne les impacte pas. Le plus important vraiment, c'est de faire votre sport. En fait, la pire heure pour faire le sport, ça semble être l'heure du déjeuner, parce qu'en fait, il n'y a pas d'avantage. Le matin, l'avantage, c'est comment on est réveillé. Le soir, ça peut nous fatiguer. Et en fait, le midi, à part le fait que ce soit très pratique, c'est là où il semble y avoir le moins d'avantages. Et par exemple, dans l'idée, notre température corporelle est la plus élevée à 18 h. Donc, si vous faites un sport de force comme de la muscu, du sprint, de la natation, des sports de combat, c'est intéressant de les faire à 18 h. Et ça respecte le cycle naturel du corps, tout simplement. C'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce que je vous ai écrit sur le sport? Ouais, en fait, je crois que je vous ai tout dit. Hein.
Oui, non, si quelque chose qui peut impacter quand même. Donc, vous faites des tests, mais ce qui peut impacter aussi le fait que le sport le soir vous empêche ou pas de dormir, c'est qu'est-ce que vous faites comme sport et où vous le faites. Exemple, vous faites de la muscu. Vous êtes dans une salle, vous avez votre casque, réducteur de bruit, vous avez votre petite musique, ok. Maintenant, vous êtes dans une autre salle où, vous savez, c'est des lumières un peu tamisées, il y a du rap à fond. Bah, en fait, là, vous allez justement envoyer les inverses des signaux du sommeil. Musique très forte, vous allez faire un effort qui demande de l'éveil, du sport, et en même temps avoir une lumière tamisée qui dit à votre corps c'est l'heure de dormir. Donc, en fait, des fois, on pense que c'est le sport qui nous empêche de dormir, alors que c'est l'environnement et l'endroit où on a fait le sport qui nous empêche de dormir. Donc ça, c'est encore une fois, je trouve ça fascinant. Et bon, on va arriver sur le 10e point. Je me rends compte que finalement, une V2, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Mais on va parler un petit peu de régularité du sommeil. On vous dit souvent, ce qui est important, c'est se coucher et se réveiller à la même heure. C'est vrai, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. On a expliqué que ce qui compte, c'est de s'exposer à la lumière du matin pour que le corps capte la vitamine D, capte les rayons du soleil, et s'exposer à la lumière du soleil le soir pour que les yeux en fait voient la diminution constante et croissante de la lumière pour commencer à s'endormir. Le problème, c'est que quand il fait jour à 8 heures et finit à 18 heures, c'est compliqué. En fait, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que quand vous vivez dans une ville polluée, stressée, loin de notre mode de vie naturel, comme Paris. J'adore Paris, hein, je suis dans Paris, mais j'ai bien conscience que c'est très loin de ce qu'on appelle un état naturel. Vous devez être réglé comme des robots. Vous mangez à telle heure, vous dormez à telle heure, vous vous levez à telle heure, vous vous couchez à telle heure. Parce que c'est la seule façon pour votre corps de survivre. À Paris, jusqu'à minuit, les rues sont méga éclairées. Donc mon cerveau peut ne pas comprendre que c'est la nuit. Et c'est vraiment problématique. Parce que du coup, ça veut dire que je vais peut-être pas réussir à m'endormir à cause de ça. Donc c'est important d'être réglé comme une horloge. Maintenant, vous vivez dans un environnement sans stress. Vous êtes en vacances et tout. Il n'y a rien de mieux que de suivre le soleil. Vous n'avez jamais remarqué que bizarrement l'été, vous pouvez vous coucher à 23 heures et vous lever à 6 heures et vous péter la forme, alors que l'hiver, c'est dur. C'est normal. En fait, notre sommeil est fait pour évoluer au fur et à mesure des saisons. Il doit suivre le soleil, le rythme naturel. Donc c'est pour ça que l'hiver, ce ne serait pas choquant de se coucher à 21 heures et se lever à 8 heures. Alors ouais, ça fait une belle nuit, hein, mais ce ne serait pas choquant. D'ailleurs, petite parenthèse, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est complètement fou. En fait, les vacances scolaires l'été, parce qu'en fait, l'été, on pète la forme. C'est là où on pète la forme. Le soleil bat son plein, il fait jour tout le temps. C'est là, c'est l'hiver en fait. On devrait prendre 2 mois de vacances, on devrait hiberner. Et nous, on nous met le Black Friday, on nous met peu de vacances. Enfin, c'est l'inverse qu'il faudrait faire d'un point de vue naturel. Bon, c'est un autre sujet. Mais c'est important d'avoir quand même un rythme. Et si vous êtes dénué de stress en vacances et tout, bah, vous allez écouter votre corps et vous vous rendez compte que bah, en fait, c'est pas parce que votre sommeil n'est pas régulier que vous dormez mal. D'ailleurs, c'est un gros défaut des objets connectés, c'est que justement, ils ont intégré cette notion de régularité, ce qui est problématique parce que ce n'est pas la seule variable. D'ailleurs, j'en profite, hein. Beaucoup disent ouais, moi je me couche à telle heure parce que je m'endors en 2 minutes. S'endormir en trop peu de temps, genre moins de 5-10 minutes, ça peut aussi être un signe d'épuisement et pas juste de fatigue. Nous, le corps, il va être fatigué, pas juste, excusez-moi, pas juste épuisé. Donc en fait, si vous endormez trop vite, bah, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous êtes épuisé et pas fatigué. Qu'est-ce que je vous ai écrit de plus sur ça? Voilà, donc il faut avoir un rythme naturel, mais quand on est loin de la nature, c'est important d'avoir un rythme qui est plutôt cadré, robotique, et c'est pour ça qu'on dit souvent je mange à la même heure, je me traîne à la même heure, parce qu'en fait on est des êtres routiniers, les hommes sont routiniers, on aime les routines, on aime faire les mêmes choses au même moment, au même endroit. C'est comme ça qu'on progresse d'ailleurs, c'est pas le hasard si on progresse toujours en faisant les mêmes choses. Donc c'est aussi une force, mais faut pas oublier que parfois, bah, il faut aussi savoir écouter son corps. Alors il faut faire attention à écouter son corps, parce que comme on vit dans un environnement qui n'est pas naturel, parfois on écoute son corps, c'est pas naturel. On va se dire ouais j'ai un peu plus faim, non tu t'ennuies. Ou alors tu es carencé en iode, en magnésium, du coup tu as envie de sucre par exemple. Donc c'est important d'avoir ça en tête. En conclusion, il n'y a pas que ça hein, pour le sommeil, mais là vous avez vraiment une belle masterclass sur le sommeil, sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Il y a plein de paramètres, mais déjà si vous maîtrisez ça, votre sommeil est meilleur que 95% des gens, sincèrement. C'est hyper important d'avoir un bon sommeil parce que tout part de là. La prise de poids, la prise de muscle, les humeurs, les émotions, la mémoire, le focus, la capacité à prendre de bonnes décisions, la capacité à être vigilant, tout part de là. La peau, les cheveux, les dents, même la qualité, enfin, c'est lunaire. Priorisez votre sommeil. C'est encore plus important que bien manger et bien dormir. D'ailleurs, dans une société où vous achetez des amandes, vous achetez du poulet fait en France, en fait, vous regardez qu'il a été empaqueté en France dans du plastique, fait en Chine, tout est le bordel. Les deux seules choses qu'on peut vraiment optimiser à 100% sans trop se prendre la tête, c'est le sport et le sommeil. On fait du sport, on marche tous les jours,
parce que la marche est aussi important pour augmenter la dépense calorique, drainer le foie. Et le sommeil, on peut vraiment tout optimiser. Un bon matelas, un bon coussin, un masque de nuit, bouchon, réduction des lumières, passer une bonne soirée, se préparer au sommeil, on peut vraiment optimiser. Bien sûr qu'il faut aussi optimiser la diète, mais aujourd'hui, franchement, et c'est mon métier, hein, j'ai accompagné 1200 personnes en plus de 5 ans, ce qui en soit fait une vingtaine de personnes par mois, c'est pas non plus waouh, mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai vu des cas de figure, et la diète, c'est une galère. Restaurant, tu manges en extérieur. Là, par exemple, j'ai acheté un pesto, parce que c'était italien et tout, je me suis dit tranquille, c'est italien, 8 euros le petit pot, ça. Et même là, ils me mettent de l'huile de tournesol, qui est donc très riche en oméga 6, qui va donc inflammer le corps et me le ballonner. Donc la diète, c'est un enfer. Il faut être hyper vigilant pour l'entretien qu'on achète parce qu'il va y avoir des phtalates par exemple, donc des perturbateurs endocriniens. En fait, c'est vraiment l'enfer. Alors que le sommeil, on peut vraiment tout prioriser. Donc priorisez votre sommeil, dormez bien, vous serez une personne en bonne santé. Et puis, très important, aimez dormir, c'est très important. Donc voilà, dites-moi en commentaire un peu les prochaines vidéos que vous voulez voir. Tous les liens sont en description pour newsletter, réseaux sociaux, coaching. Et j'espère que ce format vous plaira parce que je compte en faire beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt, sans cut, sans musique, sans rien. Et prenez soin de vous.